Arrête d'accepter ce qui te vole la paix. La plupart des blessures que tu portes ne sont pas nées en toi. Elles ont été infligées par d'autres, des critiques déguisées en conseils, des attentes que tu n'as jamais demandées, des fautes d'autrui que tu as portées par peur de décevoir. Si tu n'apprends pas à dire « je ne reçois pas cela », tu resteras prisonnier de mots et d'attitudes qui ne méritent pas de place dans ta vie. Le stoïcisme le rend clair. Tu ne peux pas contrôler ce que les autres pensent ou font, mais tu peux décider de ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Marc Aurèle a écrit que rien d'extérieur ne peut te nuire à moins que tu n'ouvres la porte. C'est le pouvoir que nous oublions d'exercer lorsque nous permettons à l'opinion d'autrui de dicter notre valeur. Nous vivons entourés de voix qui tentent de nous modeler, des proches qui imposent leurs attentes, des connaissances qui critiquent sans construire, des personnes qui confondent soutien et contrôle. Chaque fois que tu cèdes à ces voix, tu donnes un morceau de ta liberté. Il ne s'agit pas de devenir insensible, mais d'apprendre à reconnaître ce que tu ne devrais pas accepter, même si cela vient de quelqu'un de proche. Cette vidéo n'est pas un réconfort, c'est un appel à l'alerte. Il y a 10 choses que tu ne devrais jamais recevoir de personne si tu veux garder ta dignité intacte. Des critiques destructrices à l'exigence de perfection. Il ne s'agit pas de t'isoler, mais de mettre des limites fermes, d'apprendre à filtrer ce qui arrive pour protéger ton esprit et ton caractère. Le changement ne dépend pas de la façon dont les autres te traitent mieux, il dépend de toi. De cesser de céder ta paix, de cesser de vivre selon les attentes des autres. La véritable force réside dans celui qui reste maître de lui-même, même au milieu des pressions extérieures. C'est ce que tu apprendras ici, à protéger ta liberté intérieure et à cesser d'accepter ce qui n'aurait jamais dû avoir de place dans ta vie. Rejette la critique qui détruit. La critique a 2 visages. L'un te défie d'améliorer, l'autre cherche simplement à te briser. Le problème est que, par habitude ou par peur de paraître arrogant, nous avons tendance à accepter les deux comme s'ils valaient la même chose. C'est l'erreur que le stoïcisme te met en garde de ne pas commettre. Toutes les critiques ne méritent pas d'entrer dans ton esprit, et encore moins d'y rester à vivre. Il y a des gens qui donnent leur avis sans réfléchir, lançant des commentaires qui coupent plus qu'un couteau. Et il y a d'autres qui critiquent dans le but de te diminuer pour se sentir supérieur. Si tu n'apprends pas à distinguer entre une observation constructive et une qui cherche seulement à te couler, tu finiras par porter des déchets émotionnels qui ne t'appartiennent pas. Un commentaire blessant, lorsque tu le laisses entrer sans le remettre en question, devient un écho constant qui mine ton estime de soi de l'intérieur. Sénèque disait que personne ne peut te blesser sans ton consentement. Ce n'est pas une jolie phrase, c'est une instruction pratique. Quand quelqu'un lance des mots qui cherchent à te dévaloriser, tu as le choix de ne pas les adopter comme vérité. Ce que tu n'acceptes pas ne peut pas te définir. Mais voici le défi. L'esprit humain a tendance à se souvenir plus des mots négatifs que des mots positifs. C'est pourquoi tu as besoin de t'entraîner à filtrer. Rejeter la critique qui détruit ne signifie pas devenir sourd aux conseils. Cela signifie apprendre à écouter avec discernement. Demande-toi qui parle. Avec quelle intention le fait-il? Y a-t-il quelque chose d'utile derrière ces mots ou seulement du poison? Une critique qui t'offre une direction concrète pour grandir est un cadeau, même si elle fait mal. Celle qui cherche à t'humilier ne mérite même pas ta colère. Elle mérite seulement d'être rejetée. Pense à ceci. Accepter des critiques injustes, c'est comme laisser quelqu'un te donner des pierres à porter dans ta poche toute la journée. Peu importe ta force, tôt ou tard elles te pèseront et te ralentiront. Chaque pierre est un commentaire que tu n'as pas filtré, un jugement que tu as pris pour le tien. Le stoïcien ne porte pas ce qui ne lui appartient pas. Il comprend que les mots des autres en disent plus sur celui qui les prononce que sur celui qui les reçoit. Si tu veux le pratiquer dans ta vie quotidienne, commence par quelque chose de simple. La prochaine fois que tu reçois un commentaire qui essaie de te rabaisser, fais une pause avant de réagir. Respire et demande-toi si cette opinion t'aide à t'améliorer dans quelque chose de réel. Si la réponse est non, ne la prends pas. Tu n'as même pas besoin de répondre. Le silence est une limite puissante. La force n'est pas dans le fait de taire la douleur des critiques,
mais dans le refus de leur donner du pouvoir sur ton humeur. Lorsque tu décides de filtrer ce que tu entends, tu retrouves ta dignité. Et c'est l'une des plus grandes libertés que le stoïcisme enseigne, que personne n'a l'autorité de définir ta valeur plus que toi-même. Brise les chaînes des attentes. Rien ne pèse autant que de vivre sous le scénario que d'autres ont écrit pour toi. Les attentes des autres sont comme des fils invisibles qui, si tu ne les coupes pas, finissent par influencer chaque décision que tu prends. La famille qui espère que tu suivras leur chemin, les amis qui croient savoir ce qui est meilleur pour toi, la société qui dicte à quoi doit ressembler le succès. Si tu essayes de satisfaire tout le monde, tu finiras par te perdre toi-même dans le processus. Le stoïcisme enseigne que la véritable liberté commence lorsque tu arrêtes de vivre pour satisfaire les autres. Épictète disait que celui qui cherche à plaire à tout le monde devient esclave de leurs opinions. Et cet esclavage est silencieuse. Elle ne fait pas de bruit, mais elle draine ton énergie et détruit ton authenticité. Chaque fois que tu cèdes aux attentes de quelqu'un, tu donnes un morceau de ta vie en échange d'une approbation qui n'est jamais suffisante. Briser ces chaînes ne signifie pas devenir quelqu'un de rebelle par fierté, mais apprendre à choisir ce qui est vraiment aligné avec tes valeurs. Demande-toi, cet objectif est-il le mien ou est-il le reflet de ce que quelqu'un d'autre veut pour moi? Si ce n'est pas le tien, pourquoi continues-tu à le porter? Les attentes des autres se présentent souvent comme des conseils, mais sont souvent des projections de frustration ou de peur qui ne te concernent pas. Lorsque tu permets aux attentes externes de gouverner tes pas, tu finis par vivre dans un état constant d'insatisfaction. Même si tu accomplis ce que les autres attendaient, tu auras le sentiment que ce n'est pas suffisant, parce que cela ne vient pas de ton propre désir. La vie devient une poursuite sans fin, une course dans laquelle tu ne franchis jamais la ligne d'arrivée. Le stoïcien, en revanche, décide de sa route et reste ferme, même si les voix autour de lui remettent en question son choix. Pour le pratiquer, commence par fixer une limite claire. Arrête de justifier chaque décision que tu prends. Tu n'as pas besoin d'explications détaillées pour ceux qui attendent que tu sois différent. Tes raisons sont valables même si les autres ne les comprennent pas. Il est également utile de réduire l'habitude de chercher l'approbation avant d'agir. Chaque fois que tu repousses une étape par peur de décevoir, tu t'éloignes un peu plus de ton propre chemin. Imagine que les attentes des autres sont des sacs à dos que quelqu'un d'autre a accrochés à ton dos sans demander la permission. Tu peux marcher avec eux pendant un certain temps, mais ils ne sont pas à toi, et tôt ou tard, le poids te fera plier les épaules. Te libérer, c'est reconnaître les charges que tu n'as pas choisies et les lâcher avec détermination. Briser les chaînes des attentes n'est pas un acte de rébellion vide. C'est un acte de maturité. Cela signifie récupérer le droit de définir qui tu es et où tu vas. Quand tu apprends à dire « je ne fais pas ça pour toi, je le fais pour moi », tu découvres une paix qu'aucune approbation externe ne peut acheter. C'est la victoire silencieuse du stoïcien, vivre sans chaînes invisibles. 3. Arrête de te comparer aux autres. La comparaison est un poison lent. Elle commence comme une étincelle innocente lorsque tu vois les réalisations de quelqu'un d'autre, mais elle se transforme rapidement en un feu qui consume ta paix intérieure. Se mettre en compétition par habitude avec les autres est l'un des pièges les plus courants que la société nous impose. Mesurer ta valeur en fonction de ce que les autres atteignent. Le problème est que cette course ne se termine jamais, car il y aura toujours quelqu'un qui a plus, quelqu'un qui est arrivé avant, quelqu'un qui semble aller plus vite. Le stoïcisme enseigne que la seule compétition légitime est contre la version de toi-même d'hier. Marc Aurèle avertissait que se comparer aux autres est une perte de temps et d'énergie sur ce que tu ne peux pas contrôler. Chaque personne a son propre terrain de bataille, ses batailles cachées et ses rythmes. Vouloir égaler ou surpasser ce que tu vois de l'extérieur est comme essayer de courir sur une piste qui n'est pas la tienne. Tu finiras épuisé et sans direction. La compétition constante déforme ta perception du succès. Au lieu de te demander si tu progresses dans ce qui compte vraiment pour ta vie, tu commences à mesurer chaque pas selon le regard des autres.
Cette habitude vole le plaisir de tes propres réalisations, car ce que tu obtiens ne semble plus suffisant lorsque quelqu'un d'autre a quelque chose de différent. C'est une forme subtile d'esclavage émotionnel. Ta valeur devient un reflet de comparaison que tu ne contrôles pas. Renoncer à se comparer aux autres ne signifie pas se contenter de moins, ni perdre le désir de se surpasser. Cela signifie réorienter ton ambition là où elle a du sens. Grandir en discipline, en force et en caractère. Demande-toi si ce que tu cherches te rend meilleur, ou si c'est juste une course vide pour prouver quelque chose à ceux qui n'ont même pas d'importance dans ton histoire. Le stoïcien comprend que le véritable progrès ne se mesure pas en applaudissements ni en nombre, mais en la capacité de maintenir le calme et la cohérence avec ses principes. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage. La prochaine fois que tu ressens de l'envie ou de l'impatience pour rattraper quelqu'un d'autre, arrête-toi et examine cette émotion. Demande-toi, est-ce vraiment à moi ou est-ce juste une réaction à ce que je vois à l'extérieur? Lorsque tu identifies que c'est la deuxième option, laisse-la partir. Chaque minute que tu passes à te comparer aux autres est une minute que tu ne passes pas à construire ton propre chemin. Pense à un coureur qui se distrait en regardant ceux qui sont à ses côtés. Il perd de la vitesse et de la direction. Il en va de même dans la vie. L'attention que tu dépenses à observer le pas des autres est de l'énergie que tu voles à ta propre progression. Le stoïcien ne ignore pas le succès des autres, mais il ne le transforme pas en sa boussole. Arrêter de se comparer aux autres est une déclaration d'indépendance. C'est décider que ta valeur ne dépend pas de surpasser quelqu'un, mais de vivre en cohérence avec ce que tu valorises. Je n'ai qu'alors que chaque réalisation, aussi petite soit-elle, aura un sens réel et durable. 4. Ne dépendez pas du soutien conditionnel. Peu de choses sont aussi épuisantes que de vivre en attendant le soutien de personnes qui ne vous soutiennent que lorsque vous agissez selon leurs attentes. Ce type de soutien n'est pas authentique. C'est une monnaie d'échange. Ils vous offrent des paroles d'encouragement tant que vous suivez le chemin qu'ils ont approuvé. Mais ils vous retirent la main dès que vous décidez d'avancer vers ce qu'ils ne comprennent pas ou ne veulent pas que vous alliez. Si vous basez votre détermination sur ce type de soutien, vous devenez prisonnier des volontés d'autrui. Le stoïcisme enseigne que la vraie force naît de l'intérieur. Sénèque affirmait que l'homme qui dépend des autres pour rester ferme est perdu dès que ces autres s'éloignent. Le problème avec le soutien conditionnel est qu'il n'est jamais stable. Il change avec les intérêts, les humeurs et les limitations de ceux qui le donnent. C'est comme construire une maison sur du sable. Il suffit d'un changement de climat pour que tout s'effondre. Lorsque vous dépendez du soutien des autres pour avancer, vous donnez à quelqu'un d'autre le pouvoir de freiner ou d'accélérer votre vie. C'est une cession silencieuse de votre autonomie. Beaucoup de rêves se sont arrêtés à mi-chemin, non pas par manque de talent, mais par peur de perdre l'approbation de ceux dont ils attendaient le soutien. Le stoïcien comprend que le soutien est précieux, mais pas indispensable. Il est reconnaissant quand il l'a, mais ne s'arrête pas quand il manque. Apprendre à ne pas dépendre du soutien conditionnel implique de reconnaître que tout le monde ne comprendra pas votre vision. Et c'est bien. Vous n'avez pas besoin de convaincre tout le monde que votre chemin vaut la peine pour pouvoir continuer à avancer. Celui qui vous apprécie vraiment ne mettra pas de conditions à son soutien. Et celui qui le fait révèle que son intérêt n'est pas votre bien-être, mais de maintenir son influence sur vous. Dans la vie quotidienne, cela se traduit par de petites décisions quotidiennes. Ne reportez pas un projet simplement parce que vous ne recevez pas l'enthousiasme que vous espériez. Ne changez pas un objectif personnel par peur de décevoir quelqu'un. N'abandonnez pas votre but parce que les autres n'applaudissent pas. Agir avec fermeté, même lorsque vous marchez sans applaudissements, est un exercice de force stoïcienne. Pensez à un navigateur qui décide de sa route en fonction des vents d'applaudissements. Il n'arrivera jamais à bon port, car il y aura toujours des courants qui changent de direction. C'est ainsi que sont les opinions des autres, variables, inconstantes et souvent sans rapport avec votre destin.
Ne pas dépendre du soutien conditionnel ne signifie pas se fermer au conseil ou à l'affection sincère. Cela signifie apprendre à avancer même lorsque l'environnement ne vous pousse pas. La plus grande sécurité vient de la confiance en votre propre jugement et en la cohérence avec vos principes. Lorsque vous cessez de vivre à la merci du soutien des autres, vous découvrez que la vraie force a toujours été en vous, attendant que vous cessiez de demander la permission de l'utiliser. 5. Dis non sans culpabilité. Dire non semble simple, mais pour beaucoup, c'est presque un acte de trahison. On nous a appris à plaire, à éviter les conflits, à céder pour ne pas paraître égoïste. Sans nous en rendre compte, nous passons des années à accepter des engagements que nous ne voulons pas, à tolérer des comportements qui nous épuisent et à dire oui, alors qu'à l'intérieur nous crions assez. Le prix de cette habitude est élevé. Tu perds du temps, de l'énergie et surtout du respect pour toi-même. Le stoïcisme considère que dire non, quand c'est nécessaire, n'est pas de la froideur, mais un acte de justice envers soi-même. Épictète enseignait que nous ne devons pas sacrifier notre tranquillité pour nous conformer aux désirs des autres. Chaque fois que tu dis oui à quelque chose qui va à l'encontre de tes principes, tu dis non à ta propre paix. C'est un échange injuste qui ne fait qu'alimenter le ressentiment silencieux. La culpabilité que nous ressentons en refusant ne vient pas de la décision, mais de la croyance que nous sommes obligés de plaire. Beaucoup de personnes utilisent cette culpabilité comme un outil de manipulation. Ils insinuent que tu les déçois, que tu es ingrat ou égoïste. Le stoïcien reconnaît ce piège émotionnel et ne permet pas qu'il le détourne de ce qui est juste. Tu n'as pas à justifier une limite qui protège ton bien-être. Dire non fermement ne signifie pas le faire avec agressivité. Cela signifie parler clairement et sans excuses inutiles. Un non honnête, dit avec respect, est plus digne qu'un oui forcé qui se transforme tôt ou tard en ressentiment. Chaque fois que tu refuses quelque chose qui n'est pas bon pour toi, tu renforces ton caractère et envoies un message clair. Ton temps et ton énergie ont de la valeur. Le mettre en pratique dans la vie quotidienne nécessite du courage au début. Commence par les petites limites. Refuse cette invitation que tu sais qui t'épuisera. Ne réponds pas aux messages qui cherchent seulement à t'entraîner dans des discussions inutiles. Arrête l'habitude d'accepter des faveurs que tu ne souhaites pas rendre. Avec le temps, tu remarqueras que le monde ne s'effondre pas quand tu dis non et que les personnes qui te respectent vraiment apprennent à l'accepter sans reproche. Imagine une jarre d'eau dont tout le monde peut se servir quand il le souhaite. Et tôt ou tard, elle sera vide. Et tu ne pourras pas offrir même à celui qui en a vraiment besoin. Dire non, c'est fermer le robinet aux excès pour conserver l'essentiel. Dire non sans culpabilité, c'est reprendre l'autorité sur ta vie. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la clarté. Tu choisis où investir ton temps et ton énergie au lieu de les donner par obligation. Cette liberté de choisir à qui et à quoi tu dis oui est l'une des bases de la force stoïcienne, car seul celui qui sait refuser ce qui l'affaiblit peut se concentrer sur ce qui le fait grandir. 6. Ne porte pas les fautes des autres. L'une des charges les plus lourdes que tu peux porter n'est pas la tienne, mais celle que les autres placent sur tes épaules. Souvent, nous acceptons des fautes qui ne nous appartiennent pas. Des parents qui rendent leurs enfants responsables de leurs frustrations, des partenaires qui blâment l'autre pour leurs insécurités, des amis qui transforment leurs erreurs en ton obligation de les réparer. Si tu n'apprends pas à reconnaître et à rejeter ce fardeau, tu passeras ta vie à essayer de résoudre des problèmes qui ne sont pas nés de toi, perdant la force de t'occuper de ce qui est réellement sous ton contrôle. Le stoïcisme enseigne que chaque personne est maître de ses actes et de leurs conséquences. Marc Aurèle rappelait que personne ne peut porter ta vertu ni toi celle des autres. Chacun doit affronter le poids de ses propres décisions. Cependant, nous avons tendance à tomber dans le piège de confondre empathie et responsabilité. Être empathique ne signifie pas devenir le dépôt des fautes des autres. Accepter les fautes des autres, c'est permettre à d'autres de définir ton identité à partir de leurs échecs.
Peu à peu, tu t'habitues à t'excuser pour des choses qui n'ont jamais été entre tes mains et à vivre avec la peur de décevoir ceux qui attendent que tu résolves ce qu'ils ont eux-mêmes causé. Cela amine l'estime de soi et déforme ton sens de la justice interne. Tu commences à croire que peu importe ce que tu fais, tu devras toujours quelque chose. Rejeter ces fautes ne te rend pas insensible ni égoïste. Cela te rend juste. Tu ne peux pas guérir les blessures émotionnelles des autres en assumant des responsabilités qui ne te reviennent pas. Le stoïcien agit avec compassion quand il peut aider, mais jamais au détriment de sa propre intégrité pour éviter le travail que les autres doivent faire eux-mêmes. Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique chaque fois que tu détectes que quelqu'un essaie de te transférer le poids de ses décisions. L'ami qui arrive toujours en retard et te blâme de ne pas l'avoir attendu, le collègue qui échoue dans son travail et te pointe du doigt pour ne pas l'avoir prévenu, le membre de la famille qui te rend responsable de son malheur. La pratique consiste à établir une limite interne. Ceci ne m'appartient pas, je ne vais pas le porter. Un exercice utile est de te demander avant d'accepter cette faute, avais-je un véritable contrôle sur la situation? Si la réponse est non, alors ne prends pas le poids émotionnel. Tu peux offrir du soutien, des conseils ou de la compréhension, mais pas ta paix ni ton sens de la valeur. Pense à un voyageur qui, par courtoisie, accepte de porter les bagages des autres sans vérifier ce qu'ils contiennent. Il se retrouve bientôt à porter des pierres pendant que les autres marchent légers. C'est ainsi que fonctionne la faute des autres. Elle occupe de l'espace, épuise et retarde ta propre progression. Te libérer des fautes qui ne te reviennent pas, c'est récupérer de l'espace pour ce que tu peux réellement changer, tes actes, tes réactions et ta croissance. C'est une marque de respect pour toi-même et aussi une leçon silencieuse pour les autres. Chacun doit porter son propre bagage. 7. Affronte la peur de face. La peur est comme une ombre. Plus tu recules pour l'éviter, plus elle semble grande. Beaucoup de gens vivent limités, non pas par leur capacité, mais par les peurs qu'ils ont laissées grandir en silence. Le problème n'est pas de ressentir de la peur, car c'est une émotion naturelle. Le problème est de lui céder le gouvernail de ta vie. Chaque fois que tu fuis ce que tu crains, tu renforces la chaîne qui te lie. Le stoïcisme enseigne que le courage ne consiste pas à ne pas avoir peur, mais à agir malgré elle. Sénèque disait que nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité, car la peur a tendance à peindre des scénarios exagérés qui se produisent rarement. Tant que tu les nourris par l'évasion, ils continueront à gagner du terrain. Ils ne perdent de la force que lorsque tu décides de les regarder dans les yeux. La peur n'est pas un ennemi que tu dois détruire. C'est un messager qui révèle où sont tes limites internes. Au lieu de fuir, le stoïcien l'utilise comme une boussole. Si quelque chose te fait peur, mais est important pour ta croissance, c'est un signe qu'il y a une porte que tu dois franchir. Chaque pas vers ce que tu craignais réduit son pouvoir et augmente le tien. Affronter la peur ne signifie pas t'exposer sans préparation ni agir impulsivement. Cela signifie cesser de repousser les décisions que tu sais que tu dois prendre. Cela peut être la conversation inconfortable que tu as évitée pendant longtemps, la démission que tu crains de faire, le changement qui retarde ton bonheur. La peur perd de son pouvoir lorsque tu la nommes et la traverse avec des pas petits mais fermes. Dans la vie quotidienne, un exercice stoïcien consiste à décomposer la peur. Demande-toi ce qui est le pire qui pourrait vraiment t'arriver si tu agis. La plupart du temps, tu découvriras que les conséquences ne sont pas aussi terribles que ton esprit les a dessinées. Une autre pratique utile est d'accepter que tu ne peux pas contrôler le résultat, seulement ton action. Cette acceptation réduit l'anxiété qui nourrit la peur. Imagine que la peur est un mur peint sur un mur. De loin, il semble solide, mais quand tu t'approches, tu découvres que c'est juste une illusion. Beaucoup des barrières que tu crois infranchissables sont des projections mentales qui disparaissent dès que tu fais le premier pas. Le stoïcien ne cherche pas à éradiquer la peur, il la transforme en un allié qui indique où il doit se renforcer. Chaque fois que tu décides d'agir malgré la peur, tu renforces ton caractère et la prochaine fois, cette peur aura moins de voix. Affronter la peur de face, c'est revendiquer ton droit de vivre
en liberté. Tu arrêtes d'attendre le moment parfait qui n'arrive jamais et tu prends le contrôle de ton histoire. À la fin, tu découvres que la peur n'était grande que tant que tu la regardais de loin. 8. Renonce à la perfection. Poursuivre la perfection est comme essayer de rattraper l'horizon. Plus tu cours vers lui, plus il s'éloigne. Beaucoup vivent épuisés en essayant de respecter une norme qui n'existe pas. Et le pire est qu'elle n'est même pas la leur, mais imposée par le regard des autres. La perfection est une illusion qui vole du temps, de la paix et de l'authenticité, car elle exige toujours plus que ce que tu peux donner et ne concède jamais de satisfaction. Le stoïcisme enseigne que la vertu ne réside pas dans le fait d'être impeccable, mais dans le fait d'avancer avec constance et cohérence. Marc Aurèle rappelait que nous sommes humains, faits pour nous tromper, apprendre et nous corriger, pas pour correspondre à un moule inatteignable. Celui qui est obsédé par la perfection finit par être paralysé par la peur de l'erreur, et cette paralysie empêche le progrès qu'il désire tant. Chercher la perfection crée aussi une relation toxique avec les autres. Tu crois que tu ne seras digne d'amour, de respect ou de succès que si tu ne fais pas d'erreur. Cela génère de l'anxiété et de la méfiance envers le monde. Tu deviens dur avec toi-même et critique avec les autres, parce que tout ce qui s'écarte de l'idéal te semble inacceptable. Le stoïcien sait que l'erreur fait partie du processus et que la véritable force réside dans le fait de se relever encore et encore. Renoncer à la perfection ne signifie pas tomber dans la médiocrité, ni cesser de chercher à s'améliorer. Cela signifie accepter ta nature humaine et te concentrer sur le progrès réel. L'objectif est d'avancer un pas de plus chaque jour, pas de marcher sans tâche. Demande-toi, est-ce que ce que je cherche à perfectionner améliore vraiment ma vie ou est-ce que cela nourrit simplement mon besoin d'approbation? Dans la vie quotidienne, ce principe s'applique lorsque tu te permets de livrer un projet en sachant qu'il est suffisamment bon, même s'il n'est pas impeccable. Lorsque tu acceptes tes erreurs sans te punir sévèrement, lorsque tu reconnais que ta valeur ne dépend pas de la façon dont tout ce que tu fais semble poli. La pratique stoïcienne consiste à privilégier le but sur l'apparence. Pense à un sculpteur qui passe toute sa vie à polir la même pierre, convaincu qu'elle n'est pas encore prête à être montrée. Il meurt avec l'œuvre inachevée, non pas parce qu'il manquait de talent, mais parce qu'il n'a jamais accepté qu'elle était déjà belle dans son imperfection. C'est ainsi que vivent ceux qui sont esclaves de la perfection. Ils oublient de vivre en essayant d'impressionner un juge invisible. Le stoïcien n'aspire pas à être parfait, il aspire à être intègre. L'intégrité consiste à agir selon tes principes, même lorsque tu commets des erreurs, à apprendre avec humilité et à corriger avec courage. Renoncer à la perfection, c'est te libérer d'une prison mentale. C'est faire de la place pour l'apprentissage, la croissance et la paix intérieure. Parce que lorsque tu arrêtes de t'exiger d'être impeccable, tu découvres que l'essentiel, ta valeur, ta dignité et ton but n'a jamais dépendu de la réalisation d'un idéal impossible. Cela, seul toi le sais. 9. Remercie seulement ce qui est essentiel. Remercier est une vertu, mais remercier tout sans mesure peut devenir un piège. Nous vivons dans une culture qui confond gratitude avec conformisme et politesse avec soumission. On nous apprend à dire merci même pour ce que nous n'avons pas demandé, pour ce qui nous fait du mal, pour ce qui vient avec des conditions cachées. Cette habitude affaiblit la voix intérieure qui nous rappelle que tout ne mérite pas notre gratitude. Le stoïcisme enseigne que la gratitude doit naître de la raison et non de l'habitude. Marc Aurèle conseillait de reconnaître le bien quand il est vrai et de rejeter ce qui ne contribue ni à la vertu ni à la paix de l'âme. Remercier seulement ce qui est essentiel, c'est apprendre à distinguer ce qui enrichit vraiment votre vie de ce qui cherche simplement à vous lier à une dette émotionnelle. Remercier pour tout peut vous faire tolérer l'intolérable. Des relations toxiques déguisées en faveur, des promesses brisées que vous acceptez avec un sourire, des miettes d'attention que vous confondez avec un soin authentique. Si vous ne savez pas filtrer, vous finissez par confondre gratitude avec soumission, et votre dignité s'érode peu à peu. Le stoïcien, en revanche, remercie sans perdre son jugement.
Il reconnaît avec appréciation ce qui est précieux, mais ne se sent pas obligé par ce qui vient avec des chaînes. Le pratiquer dans la vie quotidienne nécessite de l'honnêteté. Remercie pour le temps sincère, pour la parole qui te pousse, pour le geste qui est donné sans attendre de récompense. Ne remercie pas ce qui est utilisé pour te manipuler ou ce qui est donné avec mépris. Apprends à dire « je n'ai pas besoin de ça » quand ce que tu reçois cherche à acheter ton silence, ta loyauté ou ton obéissance. Une pratique utile est de te demander « est-ce que ce que je reçois améliore mon caractère, ma paix, mon chemin ?» Si la réponse est non, cela ne mérite pas ta gratitude. Tu peux être poli, mais tu n'es pas obligé de te plier à ce qui ne te profite pas ou ne t'honore pas. La vraie gratitude est sélective, car elle reconnaît que ce qui est précieux n'est ni abondant ni trivial. Imagine un jardin où tu remercies chaque graine qui tombe, même les mauvaises herbes. Avec le temps, les fleurs se noient. C'est ce qui se passe quand tu remercies sans discernement. Tu donnes la même valeur à ce qui nourrit qu'à ce qui gêne, et tu finis entouré de ce qui n'aurait jamais dû rester. Remercier seulement ce qui est essentiel n'est pas être froid, c'est être conscient que ta gratitude est une ressource précieuse. Quand elle est offerte avec sincérité, elle élève autant celui qui la donne que celui qui la reçoit. Quand elle est gaspillée sur ce qui est nuisible, elle devient une chaîne invisible. Le stoïcien n'utilise pas la gratitude comme un masque pour supporter l'injustice. Il l'utilise comme un phare qui éclaire ce qui mérite vraiment de rester dans sa vie. Parce que l'essentiel n'est pas toujours abondant, mais c'est suffisant pour maintenir le respect de soi et des autres. Dis, fais de la patience ta force. Dans un monde qui idolâtre l'immédiateté, la patience semble être un luxe obsolète. Nous voulons des résultats aujourd'hui, des réponses maintenant, des changements instantanés. Cette hâte constante nous rend impatients envers les autres, le temps et nous-mêmes. Et ce que beaucoup ne voient pas, c'est que cette impatience est à la racine de beaucoup d'anxiété, de décisions impulsives et de conflits inutiles. Le stoïcisme considère la patience non pas comme une faiblesse, mais comme l'une des plus grandes formes de force. Sénèque disait que le temps guérit ce que la raison ne peut atteindre, et que savoir attendre avec sérénité est un signe de sagesse. La patience n'est pas de la résignation, c'est la discipline pour garder son calme tout en agissant avec constance, sans céder à la frustration que provoque le retard de ce que l'on désire. Vivre avec patience, c'est comprendre que les choses précieuses ne germent pas immédiatement. Le caractère se forme à travers des années d'habitude. Les relations solides grandissent avec un soin constant. Les réalisations significatives nécessitent de la répétition et un effort silencieux. Lorsque tu prétends accélérer ce qui par nature a besoin de mûrir, tu finis par détruire le processus. L'impatience est aussi une façon de céder le contrôle. Tu réagis à l'impulsion du moment au lieu d'agir guidé par tes valeurs. La personne patiente, en revanche, ne se laisse pas emporter par l'urgence externe. Elle choisit d'attendre parce qu'elle a confiance en sa préparation et dans le rythme naturel des événements. Ce calme conscient devient un bouclier contre le chaos émotionnel. Pratiquer la patience dans la vie quotidienne commence par accepter les temps de chaque étape. Tous les progrès ne sont pas visibles immédiatement. Parfois, le progrès se produit en silence, comme la graine qui germe sous terre avant de percer la surface. Cela nécessite aussi d'apprendre à tolérer l'inconfort de l'attente sans chercher des distractions destructrices ou des décisions précipitées. Une façon de la cultiver est de reconnaître que tu n'as pas toujours besoin de réagir à tout ce qui se passe. Le silence et la pause avant de répondre te permettent de choisir des mots plus sages et des actions plus efficaces. Chaque fois que tu décides de ne pas te laisser emporter par l'urgence, tu renforces ton autocontrôle et réduis les erreurs nées de la précipitation. Imagine un archer qui tire avant de bien tendre la corde. La flèche se perd dans l'air. C'est ainsi que fonctionne l'impatience. Tu agis avant d'être prêt et tu gaspilles l'effort. La patience, en revanche, te permet d'attendre le moment approprié pour lâcher la flèche avec précision. Faire de la patience ta force ne signifie pas renoncer à l'action, mais agir au bon moment avec clarté et sans anxiété.
Quand tu apprends à attendre sans abandonner, tu découvres que beaucoup de batailles sont gagnées non pas par la vitesse, mais par la constance et la capacité à résister. Cette maîtrise du temps est l'une des victoires les plus silencieuses et puissantes du stoïcien. Il y a des batailles qui ne se gagnent pas en élevant la voix ni en rendant les coups, mais en apprenant à ne pas leur donner même le privilège de ta réaction. Parfois, le véritable défi n'est pas de faire face à celui qui t'a blessé, mais de garder la tête froide lorsque tout en toi exige d'exploser. La plupart confondent le silence avec la faiblesse, mais le silence est un mur invisible qui fait que l'autre se heurte à son propre poison. Ne pas répondre n'est pas se rendre. C'est déclarer que tu ne vas pas gaspiller ta paix pour quelqu'un qui ne l'a jamais mérité. Nous vivons dans un monde où beaucoup pensent que te provoquer suffit pour te contrôler, qu'avec une moquerie, une trahison ou une blessure, ils peuvent te tirer à leur niveau. Mais lorsque tu apprends à être indifférent, à garder le silence et à maîtriser tes émotions, tu leur enlèves la seule arme qu'ils avaient, ton attention. C'est ce qui leur fait le plus mal, qu'ils ne réussissent pas à bouger un seul fil de ta vie. L'indifférence n'est pas une indifférence vide, c'est la déclaration que ton temps, ton énergie et ta sérénité valent plus que toute confrontation. Marc Aurèle l'a bien dit, le véritable dommage n'est pas l'offense, mais ta décision de la laisser t'affecter. Épictète enseignait que personne ne peut te blesser si tu ne donnes pas la permission à ces mots d'entrer. Et Sénèque avertissait que la colère joue toujours en faveur de l'ennemi, car elle te fait perdre le contrôle. La véritable victoire face à celui qui a essayé de te détruire n'est pas dans la vengeance, ni dans la démonstration de quoi que ce soit. Elle réside dans le fait de continuer à avancer avec dignité, de prospérer devant ses yeux sans lui donner la moindre explication. Ce n'est pas un discours de résignation, c'est un rappel de force. Ta meilleure vengeance sera toujours ta tranquillité et ton progrès. Car rien n'humilie plus que de voir quelqu'un grandir, sans regarder en arrière, sans rancune, sans besoin de crier sa victoire. C'est l'essence de ce que tu apprendras aujourd'hui. Comment transformer le silence, l'indifférence et l'autocontrôle en armes invisibles, impossibles à esquiver, qui défont l'ennemi sans te salir les mains. 1. Fais du silence ta réponse. Le silence est comme un mur de pierre construit avec ta propre dignité. Il n'est pas visible en surface, mais celui qui tente de le traverser se retrouve à frapper contre quelque chose d'imperméable. C'est un mur qui ne crie pas, ne menace pas, ne cherche pas à impressionner, mais qui protège mieux que n'importe quel mot lancé avec colère. Lorsque tu choisis le silence comme réponse, tu décides de ne pas offrir à l'autre ce qu'il cherche le plus, une réaction qui alimente son jeu. La plupart des gens pensent que répondre est se défendre, que se taire est céder, mais c'est tout le contraire. Répondre à une attaque est souvent entrer sur le terrain que l'autre a préparé pour toi, avec ses provocations, ses pièges et son envie de te voir perdre le contrôle. Le silence coupe ce fil invisible qui veut te lier à son drame. Ce n'est pas de la passivité, c'est le contrôle absolu de la situation. Le stoïcisme a toujours été clair. Tu ne peux pas contrôler les paroles ni les actes des autres, mais tu peux contrôler ta réponse à eux. Épictète disait que ce qui nous affecte n'est pas ce qu'on nous fait, mais ce que nous nous disons à nous-mêmes sur ce qu'on nous a fait. En choisissant le silence, tu décides de ne pas nourrir le dialogue interne qui enflamme la colère, ni de donner aux autres le plaisir de te voir tomber dans leur jeu. Pense au silence comme un miroir qui renvoie la responsabilité à l'autre. Lorsqu'une personne cherche à te provoquer et n'obtient rien, elle est forcée de faire face à l'écho de ses propres actes. Soudain, le bruit qu'elle a tenté de semer ne trouve pas où fleurir et commence à se faner. Toi, en revanche, tu conserves ta paix. Le silence ne cherche pas à prouver qui a raison, car celui qui se tait ne se bat plus pour gagner une discussion inutile, mais pour rester centré. Ce principe n'est pas facile à pratiquer, car l'instinct te demandera de réagir, d'expliquer, de crier. C'est là qu'intervient l'entraînement mental. Avant d'ouvrir la bouche, respire et demande-toi si ta réponse changera quelque chose ou ne servira qu'à gonfler l'ego de celui qui t'a blessé. 9 fois sur 10, tu découvriras que parler ne fera qu'aggraver la situation.
Utilise le silence comme une limite, pas comme une punition. C'est une façon de protéger ton énergie et de ne pas la prêter à ceux qui ne la méritent pas. Au lieu de t'engager dans des débats interminables ou de te justifier auprès de personnes qui ont déjà décidé de ne pas t'écouter, garde tes mots pour construire quelque chose de précieux. Un projet, une habitude, un progrès. Chaque réponse que tu ne donnes pas est du temps que tu récupères pour toi. Le silence communique aussi, mais il communique la maturité. Il dit « Je ne vais pas me rabaisser à ton niveau. Ma paix vaut plus que cette bagarre. Tes mots n'ont pas de pouvoir ici. C'est la force qui désarme celui qui espérait te voir brûler. Lorsque le silence est maintenu avec fermeté, il devient plus éloquent que 1000 discours. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à choisir tes batailles. Tous les commentaires ne méritent pas de réponse. Toutes les accusations ne méritent pas de défense. Commence par le simple. Garde le silence face aux commérages, aux critiques déguisées en conseils, aux provocations faites pour te blesser. Pratique de rester calme, même lorsque ton orgueil te crie de répondre. Avec le temps, tu découvriras que le silence, plus qu'une tactique, est un art qui renforce ton caractère. Le jour où tu apprendras à te taire sans te sentir faible, tu auras fait un pas énorme vers ta liberté émotionnelle. Tout le monde ne mérite pas ta voix, et chaque fois que tu choisis de ne pas répondre, tu leur rappelles qu'ils n'ont pas de droit sur toi. Le silence, bien utilisé, est la preuve que tout ce qu'on te lance n'a pas assez de poids pour te briser. Il est, en essence, un rappel que ta paix est toujours à toi et n'est pas à vendre. 2. Garde ton calme comme un bouclier. Le calme est comme un lac profond au milieu d'une tempête. En surface, le vent agite les vagues, frappe les rives et arrache les branches des arbres. Mais sous la surface, l'eau reste sereine, intacte, étrangère au chaos. Cette sérénité inébranlable est le véritable bouclier qui protège celui qui décide de ne pas réagir au premier coup de provocation. Garder son calme ne signifie pas être froid ou indifférent à tout ce qui se passe, c'est avoir le contrôle de soi-même, même lorsque le monde essaie de vous entraîner dans le désordre. Dans la vie, les personnes qui cherchent à vous nuire cherchent rarement à vous blesser physiquement. Ce qu'elles cherchent, c'est à vous voler votre paix. Elles gagnent lorsque vous perdez le contrôle, car elles savent qu'un esprit agité commet des erreurs, parle trop et prend des décisions qu'il regrettera plus tard. C'est pourquoi le calme est votre défense la plus solide. En le conservant, vous gardez le contrôle de vos actions, de vos paroles et de vos décisions. Marc Aurèle écrivait que l'homme fort est celui qui ne se laisse pas ébranler par les vents du destin. Et ces vents sont les paroles, les gestes et les attitudes de ceux qui veulent vous voir tomber. Chaque fois que vous choisissez de ne pas vous laisser perturber par une attaque, vous affirmez qu'ils n'ont pas la clé de votre humeur. Garder son calme n'est pas quelque chose qui se produit par instinct. Il faut le cultiver. Commencez par reconnaître les premiers signes de colère. Le pouls qui s'accélère, les muscles qui se tendent, la respiration qui s'accélère. Dès que vous les remarquez, respirez profondément et donnez-vous un peu d'espace avant de répondre. Ce petit répit est le moment où vous choisissez entre réagir impulsivement ou répondre intelligemment. Le calme est aussi un signe de respect envers soi-même. Lorsque vous choisissez de ne pas crier ou de ne pas vous laisser emporter par la colère, vous vous prouvez que votre dignité est au-dessus des caprices des autres. Épictète disait que celui qui vous provoque ne vous fait pas de mal. Il vous offre seulement une invitation à perdre le contrôle, et c'est à vous d'accepter ou non cette invitation. En pratique, cela signifie ne pas laisser chaque commentaire vous déstabiliser. Si quelqu'un cherche à vous humilier devant les autres, gardez un ton bas et des mots mesurés, car rien ne déconcerte plus l'agresseur que de voir qu'il ne parvient pas à vous briser. Si une situation devient insupportable, retirez-vous avant d'exploser. Le calme n'est pas de rester immobile et de tout supporter, c'est de se mouvoir avec clarté pour ne pas tomber dans le piège de la colère. L'autocontrôle est un muscle qui se renforce avec la discipline. Vous pouvez le former tous les jours en affrontant de petits désagréments sans réagir immédiatement. Supportez l'impatience dans le trafic. Gardez le silence face à un commentaire inutile. Respirez lorsque vous ressentez l'envie de répondre avec sarcasme. Chacune de ces petites victoires construit la force dont vous aurez besoin dans des moments plus difficiles.
Le calme est un bouclier parce qu'il désarme l'adversaire. Une personne calme projette de la fermeté. Et celui qui essaie de la provoquer finit par être frustré de ne pas trouver de faille à exploiter. Peu importe combien il crie fort ou combien l'offense est injuste, votre sérénité sera une réponse qui leur montre qu'ils n'ont pas de pouvoir sur vous. Le véritable triomphe arrive lorsque vous découvrez que vous n'avez pas besoin de prouver votre force par des cris ou des gestes impulsifs. Le calme parle pour vous. Il dit que vous avez le contrôle de vous-même, que votre paix n'est pas à vendre et que vous ne la céderez à personne. Lorsque vous parvenez à rester dans cette quiétude intérieure, même au milieu des tempêtes, vous devenez quelqu'un d'impossible à manipuler et de très difficile à vaincre. 3. Retire-toi pour protéger ta paix. La paix intérieure est comme un jardin silencieux qui ne fleurit que lorsqu'on le protège du bruit et des déchets que d'autres essaient de lui jeter. Il ne suffit pas de planter des fleurs, il faut fermer la porte lorsque quelqu'un arrive avec des épines. Se retirer à temps est ce geste de fermer le portail. Non par peur ou par lâcheté, mais pour éviter que le chaos extérieur ne ruine ce que tu as tant peiné à cultiver à l'intérieur. Beaucoup de gens confondent l'acte de se retirer avec celui de se rendre, comme si s'éloigner était synonyme de fuir. Mais en réalité, te retirer, c'est choisir de ne pas sacrifier ta santé mentale pour une bataille qui n'en vaut pas la peine. C'est avoir le courage de reconnaître que ta tranquillité est un trésor qui ne se négocie pas, et que rester dans un endroit où tout te retire du calme ne fait que te rendre otage de la situation. Les stoïciens ont toujours insisté sur le pouvoir de contrôler ce qui dépend de nous et de lâcher ce qui ne l'est pas. Marc Aurèle disait que l'homme qui se laisse entraîner par le désordre extérieur perd le contrôle de sa propre âme. Te retirer, c'est te rappeler que personne d'autre que toi n'a le droit de décider où tu places ton énergie et à qui tu donnes accès à ton monde intérieur. En pratique, se retirer ne signifie pas toujours couper tous les liens ou disparaître complètement. Parfois, c'est aussi simple que de ne pas participer à des conversations que tu sais qu'elles finiront en dispute, de cesser d'assister à des endroits où tu ne reçois que des critiques ou de te distancer émotionnellement des personnes qui se nourrissent de ta réaction. C'est apprendre à fixer une limite sans l'annoncer ni l'expliquer. Te retirer est aussi un acte d'intelligence émotionnelle, car il te permet de conserver des forces pour ce qui compte vraiment. Rester à combattre sur chaque champ de bataille ne fait que t'épuiser et te rendre amer. Le retrait stratégique n'est pas un pas en arrière, c'est avancer vers un terrain plus sûr où tu peux grandir sans interférence. Épictète enseignait que la véritable liberté consiste à ne pas dépendre de ce que font ou ne font pas les autres. Lorsque tu décides de te retirer des situations qui sabotent ta paix, tu exerces cette liberté. Personne ne t'entraîne dans la tempête si tu n'acceptes pas de monter à bord du navire qui coule. L'un des pièges les plus courants est de croire que te retirer signifie donner raison à l'autre. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Te retirer, c'est choisir de ne pas perdre de temps à prouver qui a raison à quelqu'un qui a déjà décidé de ne pas écouter. C'est reconnaître que ton énergie est mieux investie à construire ta vie qu'à essayer de réparer quelque chose qui ne veut pas être réparé. Pour appliquer ce principe, observe ton environnement avec honnêteté. Demande-toi quel lieu, quelle personne ou quelle dynamique te laisse t'épuiser émotionnellement. Si tu te sens plus fatigué après une rencontre qu'avant d'y entrer, c'est un signe. Commence à limiter ta présence et à réduire le contact sans te sentir coupable. Il ne s'agit pas de couper les liens par fierté, mais de protéger l'espace où ton esprit respire et ton cœur reste ferme. Se retirer pour protéger la paix n'est pas de la lâcheté, c'est de la sagesse. C'est le rappel que tu n'es pas obligé de rester là où il n'y a plus de respect ni d'équilibre. Parfois, la plus grande preuve de force est de te retirer sans bruit, sans dispute, sans explication, en laissant le silence et ton absence parler pour toi. Celui qui n'a pas su prendre soin de ta présence, tôt ou tard, ressentira le vide que tu as laissé pendant que tu continues à avancer avec la sérénité intacte. 4. Investis ton énergie en toi. L'énergie personnelle est comme l'eau d'une source. Si tu la laisses couler vers les marécages des conflits inutiles,
Elle se trouble et disparaît dans les broussailles. Mais si tu la canalises vers ton propre terrain, elle fait jaillir des jardins là où il n'y avait auparavant que de la terre sèche. Chaque fois que tu choisis où dépenser ton attention, tu décides si tu nourriras la croissance ou l'épuisement. Investir ton énergie en toi n'est pas de l'égoïsme. C'est la façon la plus sensée de t'assurer que ce que tu construis avec effort ne s'effondre pas en soutenant des batailles étrangères. L'une des erreurs les plus courantes lorsque quelqu'un essaie de te nuire est de tomber dans son jeu, de passer des heures à penser à ce qu'il a fait, à ce que tu devrais lui répondre ou à comment tu pourrais te venger. Cette consommation constante d'énergie non seulement t'épuise, mais te prive du temps pour les choses qui peuvent vraiment transformer ta vie. La meilleure réponse à celui qui voulait te voir tomber est de progresser pendant qu'il reste stagnant. Sénèque disait que la vie est courte et que nous ne devons pas la gaspiller en discussions inutiles. Chaque minute que tu gaspilles dans un affrontement est une brique que tu ne mets pas dans les fondations de ton propre avenir. Investir en toi signifie diriger cette force vers des activités qui renforcent ton esprit, ton caractère et ton bien-être physique. Cela peut être quelque chose d'aussi basique que de faire de l'exercice, d'apprendre une nouvelle compétence ou de consacrer du temps à la lecture qui enrichit ta vision du monde. L'autocontrôle nécessite de la discipline, et la discipline grandit là où tu places ton attention quotidienne. Au lieu de perdre des heures à vérifier les réseaux sociaux pour voir ce que disent les autres, ou à penser à la dernière offense que tu as reçue, utilise cette énergie pour établir de petits objectifs qui stimulent ton développement. Chaque pas que tu fais vers ton progrès est un rappel que l'autre personne n'a aucun pouvoir sur toi. Épictète enseignait que personne ne peut te prendre ta volonté ni ta capacité de choisir. Et cela inclut la décision de ne pas donner ton énergie à celui qui ne la mérite pas. Dirige ton attention vers tout ce qui dépend de toi, ta santé, tes habitudes, ton caractère. La force que tu obtiendras de cet effort silencieux sera beaucoup plus efficace que n'importe quel mot que tu pourrais lancer en réponse. En pratique, commence par observer où tu dépenses ton temps et quelles personnes occupent ton esprit lorsqu'elles ne sont pas présentes. Demande-toi si cette dévotion te rapproche de ce que tu veux être ou te maintient ancré dans un conflit sans sens. Puis fais des ajustements conscients. Réduis le contact avec ce qui ne t'apporte rien, établis des horaires pour te concentrer sur tes projets et entoure-toi de choses qui nourrissent ta croissance, pas de problèmes étrangers. Investir en toi implique aussi de prendre soin de ton état émotionnel. Cela signifie apprendre à te déconnecter du bruit extérieur et à trouver des moments de calme pour réfléchir à tes objectifs. Un esprit en paix est plus productif et plus fort pour affronter les défis qui comptent vraiment. Quand quelqu'un essaie de te nuire et voit qu'au lieu de te laisser abattre, tu utilises cette expérience comme carburant pour avancer, il découvre qu'il a perdu toute influence sur ta vie. Ta croissance devient une réponse silencieuse, impossible à ignorer. L'indifférence devient alors une déclaration. Je n'ai pas de temps pour toi, parce que je suis occupé à construire quelque chose de mieux pour moi. En fin de compte, investir ton énergie en toi n'est pas seulement une stratégie de défense, c'est une façon de transformer l'adversité en élan. Alors que d'autres restent coincés dans leur propre colère, tu continues d'avancer avec des pas fermes. Ce progrès silencieux est le triomphe le plus éclatant, celui qui prouve qu'aucune attaque n'a pu t'arrêter. 5. Ferme la porte aux provocations. Les provocations sont comme des étincelles lancées sur un terrain sec. Elles ne font pas de mal en elles-mêmes. Mais si tu les laisses tomber et que tu ne les éteins pas à temps, elles finissent par tout incendier sur leur passage. Fermer la porte aux provocations, c'est comme maintenir un pare-feu autour de ton esprit, une limite invisible qui empêche le feu étranger de trouver du combustible en toi. C'est une pratique qui exige une vigilance constante, car le véritable pouvoir d'une provocation ne réside pas dans l'étincelle, mais dans la réaction qu'elle suscite en toi. Ceux qui cherchent à te blesser savent qu'ils ne peuvent pas toujours le faire avec des faits. Alors, ils ont recours à des mots calculés pour te faire perdre le contrôle.
Il suffit d'une moquerie, d'une insinuation ou d'un geste pour allumer la colère de quelqu'un qui n'est pas préparé. Mais lorsque tu apprends à détecter ces tentatives et que tu décides de ne pas participer à leur jeu, tu leur enlèves la seule ressource qu'ils avaient. Il n'y a pas de combat possible si tu ne réponds pas au premier coup verbal. Le stoïcisme enseigne que la souffrance ne vient pas des actes des autres, mais de l'interprétation que nous en faisons. Épictète insistait sur le fait que personne ne peut te forcer à te mettre en colère. On te propose seulement l'opportunité de réagir, et c'est à toi de décider si tu l'acceptes. Fermer la porte aux provocations, c'est comprendre que la provocation n'existe que lorsque tu lui donnes une place en toi. Dans la pratique quotidienne, cela signifie apprendre à reconnaître le moment où quelqu'un essaie de t'entraîner dans une dispute inutile. C'est remarquer le ton avec lequel on te parle, les mots qu'on choisit pour toucher tes points faibles et refuser d'entrer dans cette dynamique. Tu n'as pas à te justifier, ni à expliquer pourquoi tu décides de ne pas répondre. Il suffit de te retirer émotionnellement de la conversation, de garder un ton neutre ou simplement de garder le silence. Prendre soin de cette porte implique également de travailler sur toi-même pour qu'il ne soit pas si facile pour les autres de trouver tes points faibles. Si tu sais que certaines critiques te blessent plus que la normale, consacre du temps à renforcer ce domaine de ta vie. Plus tu es sûr de qui tu es et de ce que tu vaux, moins il y aura de combustible pour que la provocation allume un conflit. Sénèque conseillait de ne pas laisser les paroles des autres nous faire du mal, car cela reviendrait à leur accorder un pouvoir qu'ils ne possèdent pas. En te souvenant de cela, chaque provocation que tu décides d'ignorer devient un acte de maîtrise de soi. Tu dis « Je ne vais pas laisser ton poison trouver une place en moi ». Un autre aspect important est d'apprendre à identifier les situations qui ont tendance à se répéter et qui te poussent généralement à réagir. Cela peut être une réunion avec des personnes conflictuelles, une conversation qui finit toujours par des disputes ou même des commentaires sur les réseaux sociaux. Anticiper le terrain où les provocations ont tendance à apparaître te permet de préparer une réponse plus froide et d'éviter d'être pris au dépourvu. Fermer la porte, ce n'est pas fuir la réalité ni permettre les injustices, c'est décider de ne pas gaspiller ton énergie dans des combats qui ne mènent à aucune solution. Lorsque tu y parviens, tu te rends compte que le véritable pouvoir réside dans ta capacité à choisir où t'impliquer. Chaque fois que tu ne réponds pas, tu affaiblis le provocateur, car la provocation meurt lorsqu'elle ne trouve pas d'écho. Avec le temps, tu découvriras que cette attitude ne te protège pas seulement des conflits externes, mais améliore également ta paix intérieure. L'esprit cesse d'être en alerte à chaque mot offensant. Le cœur bat plus calmement et la vie devient plus légère. C'est la victoire silencieuse que recherchaient les stoïciens. Ne pas permettre que l'étranger vole ta sérénité. 6. Choisis l'indifférence comme arme. L'indifférence est comme un mur de glace face au feu. Le feu crie, crépite, lance des étincelles pour attirer ton attention. Mais le mur reste intact, froid, sans réagir, jusqu'à ce que le feu s'éteigne seul par manque d'air. C'est ainsi que l'indifférence agit face à ceux qui tentent de te provoquer. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne rien ressentir, mais de ne pas permettre que ce qu'ils font ait le pouvoir de modifier ta trajectoire. C'est la décision consciente de ne pas leur donner le privilège de t'affecter. Beaucoup de gens confondent l'indifférence avec l'apathie, comme si c'était de l'insensibilité. En réalité, l'indifférence est une stratégie, une forme d'autoprotection qui coupe le lien émotionnel avec ce qui ne mérite pas ton énergie. C'est reconnaître que tout ne mérite pas ton attention et que consacrer ton esprit à celui qui cherche à te faire du mal ne lui donne que plus d'espace qu'il ne le mérite. Les stoïciens enseignaient que notre esprit est libre tant que nous décidons de ce qui a du poids et de ce qui n'en a pas. Marc Aurèle conseillait de ne pas dépenser d'énergie dans ce que nous ne pouvons pas contrôler. Et l'attitude des autres est l'une de ces choses. En choisissant l'indifférence, tu montres que ce qu'ils font n'a pas l'autorité pour changer ton humeur ou ta vision de toi-même. Celui qui cherche à te blesser a besoin d'une réponse pour se sentir puissant. Chaque geste de colère, chaque mot lancé en défense est de la nourriture pour son ego. En revanche,
Lorsque tu réponds avec indifférence, tu dégonfles cette illusion. L'indifférence dit « Tu n'es pas aussi important que tu le pensais ». Rien ne frustre plus un provocateur que de découvrir qu'il ne parvient pas à perturber ta tranquillité. Pratiquer l'indifférence est un exercice de discipline interne. Cela signifie arrêter de suranalyser chaque mot, chaque regard, chaque geste qui t'est adressé. Cela implique de se rappeler encore et encore que leur opinion ne définit pas ta valeur. Cette habitude nécessite de la constance, car l'esprit a tendance à s'accrocher au négatif. C'est pourquoi il est vital de t'entraîner à lâcher ce que tu ne peux pas changer. Dans la vie quotidienne, l'indifférence se manifeste par des actions simples. Ne pas répondre aux messages qui ne cherchent qu'à discuter. Ne pas chercher d'explications là où il n'y en aura pas. Ne pas vérifier les réseaux pour savoir ce qu'on dit de toi. Elle se manifeste également dans ta posture, dans ton ton de voix et dans la sérénité avec laquelle tu poursuis tes plans, même si d'autres tentent de s'interposer. Sénèque avertissait que nous ne devons pas permettre aux autres de vivre dans notre esprit comme s'ils payaient un loyer. Chaque fois que tu choisis l'indifférence, tu expulses ceux qui ne méritent pas d'occuper ton espace mental. Tu dis « Je ne m'intéresse pas à ce que tu essaies, je continue mon chemin ». Une erreur courante est de croire que l'indifférence est de ne pas agir face à une injustice. Non, cela signifie ne pas réagir émotionnellement ni permettre que la provocation te sorte de ton centre. Parfois, la meilleure façon de montrer sa force est de continuer à faire ce que tu fais sans faire de bruit, en démontrant qu'il n'y a rien qu'il puisse faire pour freiner ton avancement. Avec le temps, cette attitude change la façon dont les autres te perçoivent. Les gens cessent de te voir comme quelqu'un de facile à perturber et commencent à reconnaître ta force. Et toi, en te libérant de ce fardeau émotionnel, tu trouves plus d'énergie pour investir dans ce qui compte vraiment. L'indifférence bien utilisée n'est pas de la froideur ni un désintérêt pour la vie. C'est une déclaration que ta paix n'est pas à vendre et que personne ne peut acheter ton attention avec des provocations bon marché. C'est le rappel que tout ne mérite pas une réponse et que parfois, la victoire la plus élégante est simplement de ne pas participer. 7. Maîtrise tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent. Les émotions sont comme des chevaux sauvages, puissants, pleins d'énergie et capables de t'emmener loin. Mais si tu ne les domptes pas, ils peuvent se déchaîner et t'entraîner sur des chemins dangereux jusqu'à te laisser épuisé ou blessé. Maîtriser tes émotions ne signifie pas les réprimer ni prétendre qu'elles n'existent pas. Cela signifie apprendre à tenir les rênes pour qu'elles te servent au lieu de te gouverner. Celui qui essaie de te faire du mal parie souvent sur le fait que tu perdras le contrôle, car il sait qu'une personne dominée par la colère, la peur ou le ressentiment devient son propre ennemi. Chaque explosion de colère, chaque mot impulsif et chaque décision prise dans un moment de fureur est un cadeau que tu fais à celui qui cherchait à te voir trébucher. C'est pourquoi le véritable pouvoir ne réside pas dans la force avec laquelle tu frappes, mais dans le calme avec lequel tu choisis de ne pas frapper. Le stoïcisme est clair à ce sujet. Tu ne peux pas empêcher les émotions d'apparaître, mais tu peux décider de ce que tu fais avec elles. Épictète enseignait que les choses ne nous blessent pas. C'est le jugement que nous portons sur elles qui nous blesse. Si tu laisses la colère obscurcir ton esprit, tu perds le contrôle de ton jugement. Et lorsque le jugement tombe, tout ton caractère vacille. Maîtriser les émotions est un entraînement constant. Commence par les reconnaître au moment où elles surgissent. Ressens la chaleur de la colère dans ta poitrine, la tension dans tes épaules, l'impatience dans ton battement de cœur accéléré. Au lieu de réprimer ces signaux, observe-les sans te laisser emporter. Respire, compte jusqu'à 10 si nécessaire, mais ne cède pas au premier impulse. Cette bref espace entre le ressenti et l'action et tout se forge l'autocontrôle. Pratiquer la maîtrise émotionnelle nécessite également d'apprendre à changer le dialogue interne. Au lieu de dire « c'est insupportable » ou « je ne peux plus » et c'est difficile mais je peux le gérer. Les mots que tu choisis pour te parler à toi-même peuvent t'énerver davantage ou te ramener au centre. Marc Aurèle avait l'habitude d'écrire qu'un homme fort n'est pas celui qui ne ressent jamais de colère, mais celui qui ne permet pas à cette colère de le rendre esclave.
Cela implique d'avoir la discipline pour t'arrêter lorsque l'émotion pousse à réagir immédiatement. La réaction peut sembler satisfaisante sur le moment, mais elle entraîne souvent des conséquences qui durent bien plus longtemps que le plaisir momentané de se défouler. Dans la vie quotidienne, la maîtrise émotionnelle se remarque dans ce que tu décides de ne pas dire, dans les messages que tu n'envoies pas, dans les gestes que tu choisis de ne pas montrer et dans les disputes que tu décides de ne pas alimenter. On la voit quand tu préfères quitter un lieu plutôt que d'exploser, quand tu choisis d'écouter plutôt que d'interrompre en criant, quand tu comprends que la paix vaut plus que d'avoir le dernier mot. Sénèque avertissait que la colère est une folie passagère. Chaque fois que tu choisis de ne pas céder à cette folie, tu te prouves que tu es plus fort que ton impulsion. Cette force intérieure te permet de marcher la tête haute, même quand tout autour de toi semble t'inviter à te battre. Maîtriser les émotions est en fin de compte un acte de respect envers toi-même. Il ne s'agit pas de devenir un rocher sans sentiment, mais de comprendre que tes émotions sont des outils, pas des chaînes. Lorsque tu les maîtrises, elles deviennent des alliés qui t'aident à agir avec clarté et fermeté. Celui qui atteint ce contrôle devient imprévisible pour ceux qui tentent de le provoquer, car il n'y a pas de bouton qu'ils peuvent appuyer pour le faire exploser. C'est là la véritable liberté. Savoir que tes réactions ne sont pas à vendre et que personne ne peut les acheter avec des insultes, des moqueries ou des provocations. Lorsque tu maîtrises tes émotions avant qu'elles ne te maîtrisent, tu deviens le maître absolu de toi-même. Oui, ayez confiance que le temps rendra justice. Le temps est comme une rivière silencieuse qui ne s'arrête jamais. Il peut sembler calme en surface, mais son courant emporte tout ce qui n'est pas solidement ancré. Tôt ou tard, il révèle ce que l'eau cachait. Avoir confiance en le temps, c'est accepter que tout ne se résout pas instantanément et que certaines batailles sont gagnées simplement en attendant que la rivière suive son cours. Celui qui essaie de vous faire du mal cherche généralement des résultats immédiats. Il veut vous voir réagir, perdre le contrôle, répondre avec colère. Mais lorsque vous choisissez d'attendre et de garder votre calme, vous lui retirez cette satisfaction. Le temps finit par montrer qui a agi avec dignité et qui a laissé le poison le consumer. Vous n'avez pas besoin de prouver quoi que ce soit sur le moment, car les actes parlent plus fort lorsque la poussière retombe. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons ni les événements extérieurs, ni le destin des autres, mais que nous pouvons contrôler la manière dont nous répondons et le chemin que nous choisissons. Marc Aurèle conseillait de ne pas s'obséder par la justice immédiate, car l'univers a son propre ordre, même s'il met du temps à se manifester. Avoir confiance en le temps ne signifie pas rester les bras croisés, mais continuer à grandir pendant que les conséquences naturelles atteignent chacun. En pratique, cela signifie ne pas s'épuiser à chercher la revanche, ni à dépenser de l'énergie à prouver que vous avez raison. La vie, avec le temps, révèle la vérité. Celui qui ment se prend dans ses propres mensonges. Celui qui blesse reste pris dans sa propre amertume. Vous, pendant ce temps, avancez en silence, renforcés par la patience. Sénèque avertissait que la colère est impatiente, mais la sagesse sait attendre. La patience n'est pas de la passivité. C'est une force qui vous permet de rester ferme pendant que tout se met en place. Le temps met chacun à sa place, même si ce n'est pas au moment où vous le souhaiteriez. Lorsque vous apprenez à avoir confiance en le temps, le ressentiment perd de sa force. Vous n'avez plus besoin de régler des comptes, car vous savez que la vie le fera pour vous. Cela vous libère du fardeau de surveiller l'autre et vous permet de vous consacrer à la construction de votre propre chemin. Au final, c'est la victoire la plus sereine. Voir que vous avez continué à avancer pendant que le temps s'occupait de démasquer ce qui devait être révélé.